En août 1792, la Révolution semble menacée et la pression populaire contraint l'Assemblée législative à emprisonner le roi et sa famille. La monarchie est abolie. La Constitution de 1791, qui prévoyait une monarchie constitutionnelle, n'a plus de raison d'être. La législative prononce sa propre dissolution et prévoit la formation d'une convention chargée de rédiger une nouvelle constitution pour un nouveau régime. L'ambiance d'incertitude et de confusion croissante qui accompagnera ce changement de régime jouera un rôle non négligeable dans son issue. L'élection de la Convention nationale au suffrage universel masculin, tous les hommes de plus de 21 ans, se déroulera dans un climat très tendu. Les informations ne sont pas fiables, la méfiance est à son comble, des prêtres réfractaires sont assassinés, la moindre rumeur d'activité contre-révolutionnaire ou d'espionnage donne lieu à des massacres, et Paris a faim. En province, on s'y entend encore moins sur ce qui se passe dans la capitale. D'épouvantables rumeurs circulent, le roi a été décapité. La guerre est aux portes de la France. On enrôle les hommes pour l'armée. Les paysans retiennent le blé dans les greniers et se révoltent. Toute la France est dans l'émoi et la peur. On cherche des responsables. Face à cette demande démocratique démesurée et incontrôlée, les pouvoirs politiques sont dans la plus grande contradiction. La confusion est totale. De cette incohérence généralisée naîtra la terreur. La Convention siège pour la première fois le 20 septembre 1792. Le même jour, elle abolit la royauté et proclame la République. La Convention mettra près d'une année pour rédiger une nouvelle constitution. Malgré les pressions de la rue et les luttes internes de pouvoir, la Convention ne relâchera pas son effort et établira une constitution généreuse et tout à fait extraordinaire pour l'époque. Elle abolira l'esclavage, fixera des prix des denrées de base pour contenir la spéculation marchande et l'inflation. Elle édictera des premières mesures qu'on peut qualifier de sociales pour assurer le minimum vital aux plus pauvres. La Constitution dite de l'an 1 sera votée le 24 juin 1793. L'essentiel de la pensée républicaine se trouve résumé dans les termes égalité, liberté, fraternité. L'égalité. Les hommes sont égaux en droit. La loi naturelle, conforme à la raison, reconnaît aux hommes la liberté et même le devoir de protéger et de cultiver les droits inaliénables de la personne. La liberté. La liberté de protéger ses droits implique de savoir lire, de comprendre les textes dont dépendra son salut et d'y consentir ou pas par sa seule volonté. Cette liberté intellectuelle et morale conduit à la liberté civile et à la liberté politique et s'oppose au droit du plus fort, à dominer le plus faible. La fraternité s'entend comme le lien qui unit tous les hommes, plus particulièrement lorsqu'ils vivent ensemble. Pour vivre parmi ses semblables, l'individu doit abandonner une partie de sa liberté individuelle et se soumettre aux règles que lui-même et la collectivité se sont données. C'est le contrat social décrit par Rousseau. Pour marquer cette nouvelle ère républicaine, à l'automne, la Convention adopte un nouveau calendrier qui déclare premier jour de l'an 1, le jour de proclamation de la République. C'est pourquoi la Constitution, adoptée en juin 1793, est appelée la Constitution de l'an 1. La Convention doit son nom aux Américains. Bien que divisés politiquement sur ce que doit être le nouveau régime, tous les députés de la Convention sont des républicains convaincus. Chargés de rédiger la nouvelle Constitution, les députés ont été pour la première fois élus au suffrage universel masculin. Si les femmes restent les grandes absentes de la politique, elles devront attendre encore 150 ans. Les milieux modestes de la population masculine française peuvent faire valoir leur opinion et leurs droits, pour autant qu'ils sachent lire. Et en effet, sur une population de 6 millions, seuls 1 800 000 personnes voteront et seuls 2 députés issus des milieux modestes seront élus. La Convention girondine. Les Girondins sont un groupe politique majoritaire au début de la Convention. Ils représentent la riche bourgeoisie provinciale qui se méfie du peuple de Paris, tenu pour incontrôlable.
Lamartine, dans un ouvrage publié en 1847, dira des Girondins: les Girondins étaient parfaitement résolus à laisser dans les fonds de la société les iniquités, de façon à avoir non un seul tyran, mais plusieurs milliers, c'est-à-dire des riches. On a détruit l'aristocratie nobiliaire et on l'a remplacée par l'aristocratie de la richesse. Sous la Convention girondine, la monarchie fut abolie et la République proclamée. Bien que les Girondins soient plus attachés à la monarchie constitutionnelle qu'à exécuter le roi et sa symbolique, sous la pression de la rue, ils organisent le procès du roi pour trahison. Et malgré leur crainte de renforcer l'hostilité des monarchies européennes et la contre-révolution intérieure, Louis XVI sera guillotiné le 21 janvier 1793. L'exécution du roi provoqua la guerre avec l'Angleterre, alliée à la Hollande et à l'Espagne. Cernée d'ennemis, la France est dans une situation militaire critique. Pour faire face à cette menace, la Convention ordonne la levée d'une armée de 300 000 hommes. La Convention montagnarde. Les députés, issus pour la plupart du département de Paris, sont favorables à une démocratie centralisée, proche de la petite bourgeoisie des grandes villes et hostile à la monarchie, donc opposés aux Girondins, qu'ils accusent entre autres de soulever la province contre Paris. Regroupés sous la dénomination de montagne, en référence à leur position géographique sur les bancs les plus élevés de l'Assemblée. Au printemps de 1793, Robespierre et les montagnards s'appuieront sur la garde nationale pour renverser les Girondins et arrêter leurs dirigeants. La demande démocratique échappe à la Convention. Le renversement des Girondins soulève la province, la dissension civile est partout, les armées étrangères sont aux portes de Paris. Pour mettre un terme aux troubles civils et défendre la révolution contre les armées étrangères, la Convention montagnarde suspend la constitution de la Première République française au motif que les désordres sociaux et les préparatifs de guerre exigent non pas un gouvernement légitime, mais un gouvernement révolutionnaire, et ordonne la levée en masse des citoyens de 18 à 40 ans pour repousser les armées étrangères hors du territoire. La situation militaire tourne à l'avantage de la France, et bien que les révoltes internes soient écrasées, une série de mesures extraordinaires sont prises et autorisent l'arrestation et l'exécution sans jugement ni recours de tout suspect. La Grande Terreur durera 2 ans, fera des dizaines de milliers de victimes et discréditera à elle seule et pour longtemps le processus de la Révolution. Plusieurs députés menacés par les montagnards organisent une conjuration qui vise à éliminer ces leaders politiques, dont Robespierre. Arrêtés, ils seront exécutés en juillet 1794. C'est la fin de la dictature de Montagne. Après l'arrestation et l'exécution de Robespierre le 9 Thermidor 1794, la Convention dite thermidorienne supprime le gouvernement révolutionnaire et refuse d'appliquer la Constitution de 1793, dite de l'an 1. Une commission est chargée de rédiger le projet de la nouvelle Constitution de 1795, favorable à la bourgeoisie libérale et modérée. Pour éviter les excès du passé, le pouvoir exécutif sera réparti entre 5 directeurs, d'où le nom de directoire. Le suffrage censitaire est restauré pour élire l'Assemblée législative. L'armée française, qui a repoussé les armées autrichiennes et prussiennes hors du territoire national, pénètre en Hollande. En 1795, la Prusse et la Hollande cessent les hostilités et signent la paix avec la France. En 1798, ce sera le tour de l'Autriche de signer la paix. La France instaure dans les pays conquis des institutions politiques basées sur les idéaux révolutionnaires. En Suisse, par exemple, les anciennes institutions laisseront place à la République helvétique. Les succès militaires rendent célèbres les officiers qui mènent l'armée révolutionnaire. Et le plus célèbre d'entre eux, Napoléon Bonaparte, jouera un rôle déterminant dans la suite des événements.
Durant le Directoire, la situation militaire est favorable à la France. Les ennemis sont vaincus et la menace extérieure écartée. Mais à l'intérieur, la situation économique est désastreuse. Les caisses publiques sont vides et la valeur des assignats, sorte de papier-monnaie émis au début de la Révolution, s'effondre. Le mécontentement des citoyens devant les difficultés économiques est renforcé par les rivalités politiques aux luttes. Le Directoire ne respecte pas toujours la Constitution et se discrédite aux yeux de la population. Seule l'armée garde un certain prestige. En novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte renverse le Directoire et le remplace par un gouvernement de 3 consuls. Le consulat. Sous une apparence démocratique, le consulat est organisé de façon autocratique par et pour Napoléon Bonaparte. Et toutes les évolutions ne feront que renforcer le caractère personnel et absolu du pouvoir de Bonaparte. Le coup d'État de Napoléon met un terme à 10 ans de révolution, de 1789 à 1799. Durant cette période, les constitutions successives, monarchie constitutionnelle de 1791, la Première République de 1792, le Directoire de 1794, n'ont pas réussi à instaurer un régime démocratique stable en France. Toutefois, les idées de la Révolution reprises dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont fortement marqué les esprits, tant en France que dans le reste de l'Europe. Il s'ensuit une longue période de retour en arrière, la Restauration, de révolte et de révolution, les révolutions de 1844. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après le début de la Révolution, la quasi-totalité des pays d'Europe ont adopté les régimes démocratiques et leurs constitutions reconnaissent à leurs citoyens des droits tels que la liberté ou l'égalité devant la loi.